Eh ben tu vois Dorothy, la grosse quéquette verte là-bas, eh ben c'est King Daka, un très gros coaster. Merde. Mais c'est vraiment énorme ce King Daka. Eh oui Dorothy, et si tu veux rider l'énorme King Daka, il va falloir suivre les pavés jaunes. Tu veux parler de ces pavés jaunes là? Mais les suivre jusqu'où? Et bien jusqu'à Six Flags Great Adventure, pardi. Où ça? À Six Flags Great Adventure. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Great Adventure? Il faut que tu ailles à Great Adventure. C'est par là, on t'a dit, t'es conne ou quoi? T'inquiète pas, pour t'aider à trouver le chemin, on va tous danser sur la musique de King Daka. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de l'avant-dernier parc du trip et pas des moindres étant donné qu'il s'agit de Six Flags Great Adventure. Situé dans le New Jersey, à environ 1h30 de route de New York, Six Flags Great Adventure est l'une des deux vitrines de Six Flags avec donc Six Flags Magic Mountain en Californie. En tout cas jusqu'à ce que Six Flags ne fusionne avec Cedar Fair parce que maintenant on peut y ajouter des Cedar Point, des Kings Island, des Canada's Wonderland qui font partie du même groupe. Six Flags Great Adventure a ouvert en 1974 et comporte donc dans son billet d'entrée un parc aquatique appelé Hurricane Harbor, qui est un petit peu le parc aquatique classique et bien de tous les Six Flags qui en possèdent un, ainsi qu'une attraction de type safari à la Kilimanjaro Safari qu'on peut trouver à Animal Kingdom. L'attraction est située derrière feu King Daka. L'attraction existe toujours, est comprise dans le billet d'entrée, ce qui fait de Six Flags Great Adventure le deuxième plus grand parc d'attractions au monde, après donc Animal Kingdom justement. Ouais, parce que Great Adventure fait quand même 206 hectares, hein. Et puis je vous assure que même si on lui retire le safari, ça reste très grand. Outre sa taille, le parc propose au moment de notre visite 14 coasters, parmi lesquels des machines légendaires telles que King Daka ou El Toro. Ah bah oui, rien qu'à évoquer ces noms, ça fait rêver, c'est sûr. La suite du line-up n'est pas en reste, le parc pouvant compter sur des coasters tels que Nitro, Medusa, Jersey Devil Coaster, Joker, Superman, Batman, de quoi parvenir à y trouver son compte. Nous concernant, vous imaginez bien notre degré d'excitation à l'idée d'aller rider tout ça, mais vous savez également que l'expérience Six Flags ne s'est pas forcément montrée très concluante pour nous, et c'est bien le moins qu'on puisse dire. Ah bah faut dire qu'à une exception près, les parcs Six Flags ne nous ont pas franchement convaincus. Espérons donc que le parc saura se montrer digne de son line-up d'exception, et pour savoir si c'est bien le cas, eh bien c'est très simple, on va pas perdre plus de temps, je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 22e jour de notre trip américain, et ce coup-ci, c'est dans le New Jersey qu'on se rend, afin de visiter Six Flags Great Adventure. Pour l'occasion, on a sorti le nœud papillon et le costard 3 pièces, parce qu'on s'apprête à partir à la rencontre de machines particulièrement légendaires, de celles que tout passionné de montagne russe rêve de pouvoir rider au moins une fois dans sa vie. Et alors il y a une de ces légendes qui ne peut pas longtemps jouer à cache-cache parce qu'elle a fortement tendance à dépasser un petit peu de la cible des arbres, si vous voyez ce que je veux dire. Oh bordel, quelle émotion de se retrouver enfin face à la stature totalement hors norme de ce monstre de coaster. On a des frissons qui nous parcourent déjà tout le corps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bestiau est sacrément intimidant. L'arrivée sur le parking de Great Adventure est déjà un grand moment en soi, avec face à nous une skyline annonciatrice de très belles choses durant cette visite, avec de gauche à droite King Daka, Green Lantern, El Toro et Superman Ultimate Flight. Un Superman qui devrait nous en foutre plein la tronche avec son fameux Pretzel Loop qu'on avait déjà tâté avec son clone à Six Flags Over Georgia. Bon, les belles machines, c'est un vrai argument, mais avec Six Flags, c'est souvent le seul et unique argument. Les parcs de ce groupe étant généralement de véritables catastrophes, tant sur le plan de l'entretien que sur le plan opérationnel. Espérons donc que ce Six Flags Great Adventure saura relever la barre, car des 4 Six Flags qu'on a pu
pu faire avant cette visite, seul Six Flags New England savait sortir son épingle du jeu. Mais quant à Six Flags Saint-Louis, Six Flags Over Georgia ou encore Six Flags America, c'était quand même assez terriblement mauvais. Mais allez, ici on a droit à l'un des fers de lance de la firme aussi drapeau avec un certain Six Flags Magic Mountain. Great Adventure étant l'une des vitrines de Six Flags, on est en droit de s'attendre à un parc un tant soit peu meilleur que ses tristes congénères. Au programme de cette journée, 14 crédits, parmi lesquels 5 BM, ce qui faisait de Great Adventure le parc détenant le plus de BM au monde au moment de notre visite, avec ni plus ni moins que 5 machines différentes. Ce record est désormais détenu par SeaWorld Orlando, qui en possède désormais 5 depuis l'ouverture de Pipeline The Surf Coaster en 2023 et de Penguin Trek en 2024, sachant que Great Adventure a également fermé entre-temps son Green Lantern. Allez, c'est parti pour cette visite de Six Flags Great Adventure avec un parc très raisonnablement fréquenté ce jour, alors que nous sommes un samedi de fin juin et que le temps est chaud et ensoleillé. Comme quoi, on aura vraiment eu beaucoup de bol pendant ce trip, parce qu'en termes d'affluence, on aura très rarement été emmerdé. Pour commencer, l'investissement obligatoire lors de toute visite de Six Flags Great Adventure, comme lors de presque toutes les visites des parcs Six Flags ou Cedar Fair, c'est de payer 8$ pour avoir accès à tous les casiers du parc sur l'ensemble de la journée, étant donné que les sacs sont quasi systématiquement interdits dans les files d'attente. Sachez aussi qu'un casier pour 2 ou pour 3 est très largement suffisant. Seule ombre au tableau, c'est l'interdiction de consommer des herbes de Provence à l'intérieur du parc, mais c'est bien qu'ils préviennent parce que sinon, on n'aurait pas lésiné sur le calumet de la paix. D'autant que la paix, on a vraiment besoin de la faire avec Six Flags. Sachez tout d'abord qu'il y a une règle d'or à respecter lorsqu'on visite un parc comportant du Intamin, et cette règle, c'est de commencer par le Intamin en question. Oui, parce que la fiabilité, c'est pas forcément l'adjectif qui colle le mieux au constructeur du Liechtenstein, si vous voyez ce que je veux dire. Problème ici, c'est que le parc comporte 2 Intamin, donc là, l'affaire se corse. Et pour la résoudre, c'est bien simple, il faut se lancer à l'assaut du plus capricieux de ces Intamin, et donc faire le choix entre El Toro ou King Daka. Et alors, je vous le donne en mille, le plus capricieux de ces 2 Intamin, c'est sans trop de problème King Daka. De fait, on aura fait le choix d'aller faire la grande bébête verte et de ne plus bouger de l'entrée jusqu'à ce qu'on en ait fait un tour. Parce qu'il était hors de question que ce coaster nous passe sous le nez, on l'a vraiment trop attendu pour qu'il se défile comme ça. On aura donc attendu pas loin d'1 heure parce que le coaster ne voulait pas ouvrir, l'opérateur nous disant d'ailleurs d'aller profiter des autres attractions du parc. Mais il était vraiment hors de question qu'on bouge de là. Et après différentes pannes et marasmes d'ordre technique, nous avons enfin pu grimper sur la bête et avons été récompensés de notre patience. On aura pu en enchaîner 2 tours, le premier ayant été fait tout à l'avant. Et comme on reviendra plus tard en faire un tour, et bien toute cette expérience, je vous la réserve pour plus tard dans cet épisode. Eh oui, je suis cruel, je sais. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas remettre à plus tard mon verdict sur une légende sans vous offrir de verdict sur une autre légende, située sur le papier juste à côté de King Daka, mais dans les faits à 15 minutes de marche de celui-ci. Je veux bien sûr parler de El Toro. Et là, croyez-moi qu'en termes de machine de qualité, on est déjà sur un coaster qui vaut la visite de Six Flags Great Adventure à lui seul. Il y a des coasters pour lesquels s'engager dans la file d'attente est déjà un événement en soi, pour lesquels le simple fait de se retrouver devant procure des palpitations et des papillons dans le ventre, et El Toro en fait clairement partie. Et puis bon ce coup de tonnerre mythique quand le train franchit une bosse, c'est pas un mythe, c'est vraiment la réalité. El Toro, c'est donc un plug and play Intamin ouvert en 2006, le deuxième sur lequel nous posons nos fesses après Balder à l'iceberg. Ce Wooden propose un parcours long de 1341 mètres, haut de 55 mètres, le tout en voyant ses passagers à 112 km/h. Donc oui, sur le papier, c'est déjà une très belle machine, et ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas en rester au stade du papier. Après la très courte file qui nous sépare de notre premier tour d'El Toro, nous embarquons enfin sur un des trains de la bête, et commençons donc par l'arrière de celui-ci, plus précisément à l'avant-dernier rang, pour éviter d'être directement au-dessus des bogies. Allez, on abaisse la barre, un petit check des opérateurs, et le moment est venu de partir à l'assaut du célébrissime El Toro. Oh bordel, que d'émotion. En sortant de la gare, on ne perd pas de temps avec les politesses, et on s'en va immédiatement grimper ce gigantesque lift à câble qui sera donc gravi très rapidement, un peu à la manière d'un Intimidator 305, un lift qui laisse tout de suite à comprendre que oui, El Toro va être un ride agressif. Pas le temps de tergiverser que nous nous retrouvons déjà au sommet de ce lift culminant à 55 mètres, et que nous voyons disparaître devant nous cette first drop abyssale qui se dérobe à notre regard à mesure que nous parcourons les mètres de ce virage en hauteur. Et c'est alors que, face à ce gouffre, niché au sommet de cette gigantesque structure de bois, nous nous laissons tomber le long d'une descente monumentale, au sein de laquelle vous ne toucherez plus le fond de votre siège, surtout si vous êtes installé à l'arrière du train, comme nous l'avons été en ce premier tour. L'airtime est absolument énorme, purement jouissif, et vous permet de comprendre tout de suite que El Toro, c'est pas du grand 8 familial. Après
Après cette première drop, nous fonçons à toute allure pour nous confronter à 2 camelbacks successifs très saillants, sur lesquels la dose d'airtime doit frôler avec la limite de la légalité tant on se fait éjecter du train, et tant leur durée est hors norme. C'est simple, c'est la même durée que sur du Mega Coaster BM, mais en version Ejector++. Ah ça, je peux vous dire que ça fait drôle, et que même après avoir bouffé quelques 200 coasters pendant 3 semaines, on reste surpris par la puissance de cette machine. On s'en va ensuite faire demi-tour à l'aide d'un overbank turn et d'un virage relevé qui auront pour fonction de nous emmener sur la seconde partie du circuit, qui prendra place dans la structure. Celle-ci se compose de très jolis head choppers, mais également de boss un peu avares rangés négatifs. En même temps, avec ce qu'on vient de se bouffer juste avant, même un éjecteur à la Twisted Cyclone pourrait paraître bien fade. Et alors, mes aïeux, on va ensuite aller chercher une boss qui ne paie pas de mine, mais qui est de loin la meilleure d'El Toro, et clairement l'une des toutes meilleures du monde, à savoir la Rolling Thunder Hill, qui propose un éjecteur totalement diabolique qui m'aura fait hurler comme une demoiselle en détresse chaque fois que je l'aurais franchi. Un truc complètement hors norme, complètement lunaire, dont je me suis aujourd'hui toujours parmi. La fin du parcours, quant à elle, manquera un peu plus d'inspiration, avec une succession de Hester pas forcément des plus intéressantes, mais on mettra tellement de temps à se remettre de la Rolling Thunder Hill qu'à côté de ça, ils auraient pu caler n'importe quoi que ça aurait paru anecdotique. Total de l'affaire, oui, El Toro est un coaster qui a 20 ans, et donc oui, en 20 ans, des coasters ont réussi à le supplanter, et ce, notamment en ce qui concerne son pacing. Toujours est-il que ce Grand 8 propose des éléments qui font de lui un véritable chef-d'œuvre, qui conservera tout de même une solide place dans mon top 10, des éléments indétrônables qui font de cet El Toro un intouchable parmi les intouchables. Que ce soit sa drop, les 2 énormes camelbacks ou la Rolling Thunder Hill, tous ces éléments font de El Toro un coaster de classe mondiale, et le placent encore aujourd'hui parmi les tout meilleurs Grands 8 du monde. On parvient même à oublier ces petits passages un peu plus anecdotiques, typiquement la partie dans la structure ou les S-turns. À l'avant, vous profiterez un peu moins de la puissance de la first drop, mais subirez toutes les foudres de la physique tant les éjecteurs sur les différentes bosses vous feront hurler de plaisir. À l'arrière, c'est un mélange plus équilibré, mais vous prendrez quand même un pied incommensurable, et la first drop se hissera au panthéon des roller coasters. D'ailleurs, laissez-lui un peu de temps de chauffer, car entre le matin et le soir, ça n'a absolument rien à voir. Le coaster devenant véritablement diabolique en fin de journée, avec des éjecteurs si puissants qu'on en vient à penser que le train va quitter les rails. Et pour que le confort soit optimal, je vous invite à ne pas vous placer juste au-dessus des roues, histoire d'éviter quelques possibles problèmes de vibration que certains m'ont dit avoir rencontrés. En ce qui nous concerne, on n'a pas du tout été embêtés par tout ça. Non, puis encore une fois, écoutez-moi ce son, bordel! Bref, El Toro, c'est complètement fou, on en aura bouffé matin et soir, avec un plaisir croissant dans la journée, car plus les heures passaient, plus la bestiole devenait méchante et agressive. Alors n'hésitez plus, prévoyez une visite de Six Flags Great Adventure, parce que le seul fait de pouvoir rider El Toro est un critère de visite à lui seul. Passons-en maintenant à une autre réjouissance, située non loin d'El Toro, à savoir le Serenissime Medusa, que j'avais connu pour la première fois en jouant à Roller Coaster Tycoon. Le Serenissime, parce que ce Floorless BM n'est pas n'importe quel Floorless, étant donné qu'il s'agit du tout premier coaster de ce type à avoir été conçu par le constructeur suisse. D'abord de couleur jaune et violet, le coaster a par la suite été rebaptisé en Bizarro avant de finalement reprendre son nom d'origine, avec en plus une peinture toute fraîche et de meilleur goût pour acter son renouveau. Il s'agit donc ici d'un Floorless BM ouvert en 1999, un coaster long de 1214 mètres, haut de 43 mètres et atteignant les 98 km/h. Et pour les profanes du fond de la classe qui ne seraient en plus pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare, Floorless signifie qu'il n'y a pas de plancher sur les trains. En avant donc pour ce tour de Medusa, histoire de voir ce que le prototype a dans le ventre. Parce que oui, si vous avez suivi, il s'agit bel et bien d'un prototype, et donc le premier des 13 Floorless BM conçus à ce jour. De fait, étant donné qu'il s'agit du prototype, vous retrouverez dans Medusa tout ce qui a contribué à faire la recette classique du looper BM, avec donc une première descente qui vous amènera sur un vertical loop bien étiré, qui saura vous envoyer du jet en entrée et en sortie, avec aussi cette petite pointe de flottement qui fait la différence à son sommet. On ira ensuite chercher un dive loop avec un joli effet de bascule, dive loop bien planant permettant de contraster avec d'autres passages plus corsés du layout. S'en suivra un excellent Zero G Roll qui n'a pourtant de Zero G que le nom et qui est traversé à toute patate, avec donc une rotation surprenante d'agressivité, avant que nous n'arrivions sur un Cobra Roll qui joue très bien son rôle, à savoir celui de nous écraser au fond du siège. Après cette première séquence richangée, on en arrive sur les freins de mi-parcours qui freinent certes un peu trop, et qui nous enverront nous confronter à quelques spirales comportant notamment un petit effet de bascule qui aurait pu être bien
bien plus vigoureux si les blocs de frein ne nous ralentissaient pas autant. On s'attaquera ensuite à 2 corse-roues bien chargés en G, mais qui auraient pu nous arracher encore un peu plus la gueule avec un freinage plus mesuré. Alors oui, Medusa est tout ce qu'il y a de plus classique, mais en même temps, comment en faire le reproche à un prototype qui a posé toutes les bases de ce type de coaster? Là, on a affaire à de la valeur sûre de B&M, parce que même si c'est très classique, ça reste hyper efficace, d'un confort à toute épreuve, sachant que la machine a plus de 20 balais. À se demander ce que peuvent bien foutre des Mack ou des Gerstlauer qui arrivent à nous pondre des coasters tout vibrants à peine sont-ils sortis de l'usine. Donc Medusa, c'est amplement validé, manque plus qu'on desserre un peu les freins sur la deuxième partie, et alors là, j'applaudirai à la fois des mains et des pieds. Là où je ne risque pas d'applaudir de quoi que ce soit par contre, c'est avec le coaster qui suit, à savoir Runaway Mine Train, un Mine Train Arrow ouvert en 1974 qui est, je vous l'annonce, le dernier coaster Arrow que nous ferons durant ce trip, et Dieu merci. Il s'agit donc ici d'un coaster de 740 mètres de longueur, 18 mètres de hauteur, le tout atteignant la vitesse de 61 km/h. Et puis alors, autant Medusa peut nous faire dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, autant c'est pas ce Runaway Mine Train qui nous fera accepter ce vieux dicton. Parce que là, dans le genre bouse intersidéral, ça se pose là. Chaque transition est un monument de violence, chaque banking est l'occasion de te rappeler que c'est toi qui as fait le choix de grimper sur cette bestiole, et chaque nouveau bleu t'aide à comprendre que oui, la chasse au crédit, c'est pas toujours une partie de plaisir, et qu'il faut vraiment être capable de donner de soi au risque de mettre en danger son intégrité physique. Vous l'aurez compris, Runaway Mine Train, c'est une énorme bouse, comme à peu près tous ses congénères, et le meilleur moment de toute cette affaire, c'est lorsqu'on arrive sur les freins finaux et qu'on peut enfin comptabiliser son +1. Ah tiens, un tour de Paratower Intamin, ça vous dirait? Bof, il y a tellement de choses à faire à Great Adventure qu'on passera notre tour sur cet ancêtre des parachutes des Walt Disney Studios, si vous le voulez bien. Quand bien même l'aspect historique de l'affaire vaut quand même son petit coup d'œil, d'autant que, depuis notre visite, ce modèle a totalement disparu. Ouais non mais d'accord, mais vous voyez, les parachutes ça fait pas +1, tandis que ce que je vois au fond va assurément faire grimper le compteur à crédit. Il s'agit en effet de Superman Ultimate Flight, un clone au centimètre près du Superman de Six Flags Over Georgia, qui en est une copie conforme. Ce Grand 8 est un Flying B&M de 840 mètres de longueur, 32 mètres de hauteur, le tout poussant à 82 km/h. Et c'est donc le deuxième des 5 B&M que nous riderons ce jour à Six Flags Great Adventure. Qui dit Flying dit position couchée, et qui dit Superman dit intensité monumentale dans sa première partie, avec donc un pretzel loop d'une méchanceté absolument déconcertante, à vous faire cracher du sang comme un tuberculeux de l'époque victorienne. Ces Superman souffrent clairement d'un problème d'équilibre entre leur première et leur deuxième partie, proposant pour commencer une séquence d'une redoutable intensité avant de s'endormir pour n'offrir qu'un layout soporifique une fois le pretzel loop passé. De fait, ces Superman valent le coup d'œil pour leur pretzel loop qui vont très clairement vous dégager les bronches, avec une impression très étrange qu'un phacochère est en train de s'asseoir sur votre cage thoracique. Ce sont des coasters fluides et confortables, mais à la deuxième partie de parcours si linéaire et si peu inspiré que le contraste avec la première n'en sera que trop marqué. C'est pas mauvais pour autant, mais on leur préférera nettement un Batwing et encore plus un Manta. Et si vous voulez un avis plus détaillé sur Superman Ultimate Flight, vous pouvez vous rendre sur ma vidéo consacrée à Six Flags Over Georgia. Superman n'est pas le seul à virevolter dans son quartier, puisqu'il partage le bail avec un imposant voisin, à savoir Green Lantern, le plus gros stand-up coaster pondu par B&M juste après Riddler's Revenge à Six Flags Magic Mountain. Green Lantern est un coaster qui n'a pas commencé sa carrière à Six Flags Great Adventure. En effet, avant d'être relocalisé, celui-ci se trouvait à Six Flags Kentucky Kingdom et opérait alors sous le nom de Chang jusqu'à ce que le parc ferme ses portes en 2009, avec toute la traversée du désert qu'on lui connaît et que je détaille dans ma vidéo consacrée à notre visite de Kentucky Kingdom. C'est donc en 2011, soit 2 ans après la fermeture de Kentucky Kingdom, que Chang a ouvert à Six Flags Great Adventure, sous le nom donc de Green Lantern. Et mis à part quelques panneaux faisant référence aux super-héros ou encore le fait que les rails soient verts, disons que côté déco, on cherche encore le rapprochement avec Green Lantern. Ce coaster est donc un énorme stand-up de 1266 mètres de longueur, 46 mètres de hauteur, le tout fonçant à 101 km/h. C'est ici le 3e B&M que nous riderons ce jour, et si vous avez bien suivi les trips du double jusqu'ici, vous savez que les stand-up, c'est un type de coaster que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur. Et oui, parce qu'on n'avait pas vraiment apprécié Georgia Scorcher à Six Flags Over Georgia, et on avait carrément détesté Vortex à Carowinds. Alors vous imaginez bien quelle fut notre joie que de nous retrouver devant un modèle plus haut, plus long et plus rapide que ses confrères, du genre pas loin d'être le boss final des stand-up en somme. C'est donc non sans appréhension que nous embarquons à bord de ces trains qui nous permettront de rider en position debout, comme l'indique le nom du modèle, absolument. D'ailleurs, veillez à bien vous placer correctement, car une fois votre siège verrouillé, vous ne pourrez plus ni descendre, ni monter la selle à vélo qui vous passe entre les jambes. Et soyez rassurés, First Drop a compris la leçon, il ne s'est pas mis sur la pointe des
pieds, donc ce coup-ci, pas de position ballerine pour lui. On s'en va donc grimper ce gigantesque lift qui ne nous laisse pas forcément présager que du meilleur. Et comme d'habitude avec ce genre de coaster, on se dit que ça fait vraiment tout drôle que de se retrouver installé sur un train dans cette position. Au sommet du lift, trêve de rigolade, on dégringole le long de la première drop haute de 44 mètres qui passe plutôt bien. En tout cas sans qu'on ait à serrer les dents. Et c'est à peu près le seul élément de ce grand 8 pour lequel on va pouvoir dire ça. Parce que pour tout le reste, on s'éloigne clairement de la machine industrielle censée te procurer des sensations amusantes pour se rapprocher dangereusement de la machine de torture moyenâgeuse conçue uniquement dans le but de te faire avouer tes péchés. Parce que bordel, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Le but c'est de nous faire exploser les jambes ou quoi? Non, parce qu'autant les inversions des deux plus petits modèles qu'on a pu faire étaient déjà à la limite du supportable, autant là on a carrément basculé dans l'insoutenable. Dès que les jets positifs augmentent et dès qu'on négocie une inversion, la pression exercée sur nos jambes est telle qu'on a l'impression que tout notre sens y est accumulé et qu'elles sont sur le point d'éclater comme un ballon de baudruche au contact d'une aiguille. Et autant sur Superman, le pretzel picote mais est suffisamment court pour être supporté, autant là on est quasiment jamais soulagé de tout le parcours. On a l'impression que nos jambes supportent 5 fois le poids de notre corps. C'est aussi agréable que de faire une rando avec des sensations de fourmis dans les gambettes et tous les défauts que j'avais pu trouver aux deux modèles raidés précédemment qui sont donc Georgia Scorcher ou Vortex sont ici totalement exacerbés. Ah bah là je peux vous garantir que c'était un one shot pour ma part. À aucun moment je me suis dit que j'allais lui laisser une seconde chance. C'est pour moi le pire coaster de Six Flags Great Adventure et l'un des pires du trip tant ce que cette machine fait subir à notre corps est insupportable. Emmerich, lui, a aimé, mais en tant que membre émérite de la Team Gogol, faut-il encore lui faire confiance? Bien sûr que non. Voilà, Green Lantern, c'est vraiment de la saloperie, un truc bon pour la benne, et ça tombe bien puisque la benne, Six Flags y a envoyé à la fin de la saison 2024. Et contrairement à un autre gros coaster qui a malheureusement connu le même destin, eh bien ce Green Lantern, on ne le regrettera pas, et c'est bien le moins qu'on puisse dire. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Dubik? Un petit coup de top spin thématisé sur Twix? Non, tu veux pas? Ok, bon, bah comme tu voudras. En route vers notre prochaine destination, nous traversons la traditionnelle zone de Midway Games très Six Flags compatible. En tout cas, celle-ci a le mérite d'être bien achalandée, contrairement à la triste zone Midway qu'on peut trouver dans l'infâme Six Flags Saint-Louis. La suite, ce ne sera pas du côté de cette Madhouse signée Vekoma qui était de toute façon fermée, mais ce sera du côté de ce Free Spin SNS répondant au doux nom de Joker. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Et oui, parce que, rappelez-vous, nous avions croisé son clone à Six Flags New England en début de trip, une attraction qui nous avait bien plu, notamment grâce à son côté aléatoire particulièrement fandard. On avait d'ailleurs été davantage convaincus par cette version que par son modèle réduit que nous avions raidé à King's Dominion. Et là ça tombe bien parce que la version de Six Flags Great Adventure est la même qu'à New England. À un petit détail près, car ici, des lames magnétiques sont positionnées sur le lift pour provoquer un balancement des nacelles avant que celle-ci ne dévale le parcours. Joker est donc un coaster de 3 cm de longueur, 36 mètres de hauteur pour une vitesse de 61 km/h. Et le principe de ces coasters est simple. Vous embarquez dans des trains composés de nacelles qui tantôt se font face et tantôt sont dos à dos. Les nacelles seront chahutées le long du parcours, déjà par le layout en lui-même, mais surtout par des lames magnétiques placées le long du circuit qui provoqueront des basculements et forceront les rotations, qui se feront de différentes façons en fonction du poids présent dans la nacelle. Le tout comporte une très grosse dose d'aléatoire, dans le sens où les passagers présents dans la nacelle allant en marche arrière ou celles dans la nacelle allant en marche avant ne feront pas du tout les mêmes rotations. Vous pourrez ainsi regarder les passagers d'en face se faire brinque-baller dans des séquences de rotation particulièrement cocasses avant que cela ne soit votre tour. Ou alors les deux nacelles pourront se faire embarquer en même temps dans des séquences de rotation qui déclencheront à coup sûr des fous rires vous prenant au bide jusqu'aux freins finaux. C'est du fun en barre, c'est un modèle qu'on est toujours très heureux de recroiser dans un parc, c'est toujours un grand moment de n'importe quoi, c'est pas gerbant un seul instant et ça sait être à la fois surprenant, galvanisant et même parfois flippant. Et le terme de flip, ça s'applique parfaitement à ce qui se passe sur le parcours, aussi bien dans sa définition française que dans sa définition anglaise, si vous m'autorisez ce trait d'esprit. Bref, Joker, on l'aura fait un petit paquet de fois parce que c'est toujours un grand moment de plaisir et surtout un vrai moment pour taper d'énormes barres avec ses potes, ça je vous le garantis. Et c'est d'ailleurs dommage qu'il n'y en ait aucun en Europe parce que ça prend pas de place, c'est pas cher et c'est définitivement de la valeur sûre. En revanche, ce qu'on retrouve un peu trop en Europe, c'est le coaster qui suit, à savoir Harley Quinn Crazy Train, qui n'est autre qu'un Tivoli large pondu par nos amis allemands de Zierer. Au programme donc, un coaster de 360 mètres de long, 8 mètres de haut pour une vitesse de 36 km/h. Et c'est donc exactement la même bestiole qu'à Walibi Rhône-Alpes, Plopsaland Belgium, Duinrail, Trips Drill, Parquet Warner Madrid, j'en passe et des meilleurs. Et c'est
c'est aussi ce modèle qui est la nouveauté 2026 de Walligator Grand Est, et ça, c'est beau. Bon, c'est vraiment un modèle de coaster familial usé jusqu'à la moelle, c'est des machines comme on n'en fait plus, sauf à Walligator bien sûr. En même temps, qui d'autre que Walligator pour ouvrir ce genre de truc? C'est inconfortable, ça fait vibrer les fesses, il y a trop de jets latéraux, et on se dit vraiment que les enfants méritent mieux que ce genre de merde. Mais enfin, ça fait poussin, et ça, on ne le lui enlèvera pas. Bon, bah on a déjà fait pas mal de coasters, mais il y a encore du boulot aujourd'hui à Great Adventure, parce que devinez quoi, sur tous les crédits présents, on en a pour l'instant fait que la moitié. Ah bah oui, hein, ce parc est franchement généreux en termes d'offres, et est également particulièrement grand. Du coup, si vous avez besoin d'utiliser un moyen de transport pour vous déplacer, sachez qu'après le Top Spin Twix croisé un petit peu plus tôt, vous pourrez compter sur les télécabines M&M's, parce que c'est aussi une bonne chose de diversifier les plaisirs, non? Mais nous, on est au bon endroit pour aller chercher le crédit suivant, donc pas besoin d'emprunter les télécabines M&M's. Et pour trouver cette petite réjouissance, il nous faudra nous rendre au sein de ce bâtiment cubique, genre grotte de fête foraine aux finitions qui laissent clairement à désirer, surplombé par un gros crâne qui donne son nom à cette attraction, qui s'appelle donc Skull Mountain. Et pour savoir de quoi il en retourne, bah pas le choix, va falloir aller poser nos fesses dessus. Skull Mountain est donc un family coaster signé Intamin et ouvert en 1996. Le Grand 8 fait 419 mètres de longueur, 12 mètres de hauteur pour une vitesse de 53 km/h. Et puis bah, à part le fait qu'il fasse poussin, il y a à peu près rien d'intéressant sur ce coaster. C'est mou, le layout est sans intérêt, il y a pas de déco, pas de sensation, pas d'idée, il y a vraiment rien à se mettre sous la dent. En plus, on aura eu le plaisir de le faire avec une partie des lumières de service d'allumées, alors autant vous dire qu'à côté, Temple of the Nighthawk à Fantasyland était un véritable chef-d'œuvre. Donc merci, on quitte poliment le train en se disant que cette merdouille-là, c'est aussitôt fait, aussitôt oublié, et que c'est surtout ni fait ni à faire. Et si je vous proposais d'aller vous confronter à un type de RMC auquel on ne s'était jamais encore frotté, ça vous dirait? Plutôt 2 fois qu'une? Eh bien, allons-y alors. Jersey Devil Coaster, c'est le nom de cette machine, et il s'agit d'un Raptor RMC qui vient de tomber en panne juste devant notre nez. Bon, d'accord, bah du coup qu'est-ce qu'on fait? On attend jusqu'à ce qu'il rouvre? On continue le tour du parc et on revient tout à l'heure? Oui, vous préférez ça? Bon bah on poursuit la visite alors. Hein. Poursuivons non loin de là avec le 4e BM de cette journée, et après le floorless, le flying et le stand-up, c'est du côté de l'Inverted que nous nous tournerons avec donc l'inévitable Batman The Ride. Vous commencez à connaître ces machines, et ça tombe bien, nous aussi, étant donné qu'il s'agit du 3e Batman The Ride que nous avons croisé durant ce trip, après celui de Six Flags Saint-Louis et celui de Six Flags Over Georgia. Ce coaster ouvert en 1993 est donc le 2e Batman à avoir été conçu, le premier étant celui de Six Flags Great America qui a ouvert un an plus tôt en 1992. Et des Batman comme celui-ci, il en existe 12 à travers le monde, ce qui en fait le modèle le plus cloné de l'histoire de BM. Sachez d'ailleurs que Six Flags Great Adventure a pendant quelques temps opéré son Batman comme Disneyland Paris l'avait fait avec son Indiana Jones, c'est-à-dire en plaçant les trains à l'envers. Et bon déjà qu'en avant ce coaster est particulièrement intense, alors en arrière j'imagine même pas la foire ou n'importe quoi que ça devait être. Batman, comme tous ses congénères, est donc un grand 8 long de 820 mètres, haut de 32 mètres, le tout atteignant la vitesse de 80 km/h. Et c'est surtout une énorme salade de jets positifs comme rarement vous allez prendre. Parce que ce parcours très resserré est conçu dans le seul et unique but de vous en envoyer plein la tronche, histoire que vous vous retrouviez à fusionner avec votre siège, avec le sang dans les pieds et les yeux au fond des orbites. Plus les mètres du parcours défilent, plus vous allez vous retrouver avec des inversions étriquées, des hélices étroites, et plus vous allez ramasser de jets positifs en plein dans vos petites tronches. Ah ça, je peux vous dire qu'à l'arrière du train, vous n'allez absolument rien comprendre à ce qui se passe. Alors oui, ce type de coaster dénote clairement avec la façon qu'on a de concevoir les montagnes russes de nos jours, car désormais, on privilégie la dynamique du circuit et l'enchaînement rapide des éléments. Mais dans les années 90, un bon coaster, c'était notamment une machine qui t'envoyait du jet à n'en plus finir. Et en cela, Batman The Ride remplit parfaitement son contrat et est un digne représentant de sa génération. Alors n'hésitez pas à vous lancer à l'assaut de ces bestioles quand vous en croiserez, mais n'oubliez pas que si le fait d'être ratatiné dans votre siège par un grand 8 qui vous fait ressentir plusieurs fois le poids de votre corps n'est pas votre tasse de thé, alors restez loin de ces Batman qui ne vous ménageront pas, et c'est bien le moins qu'on puisse dire. Alors, du côté de Jersey Devil Coaster, ça en est où? Ah bah, le ride est toujours en panne. Faut aussi dire qu'ils ont un peu de mal avec RMC depuis le début de ce trip, nos amis de chez Six Flags.
Bon bah, on reviendra après. En attendant, on va aller voir ce que donne le dernier BM que nous aurons à rider ce jour. Il s'agit donc du 5e exemplaire du constructeur suisse que possède Six Flags Great Adventure, à savoir l'hypercoaster répondant au doux nom de Nitro. Ah ça, les grosses machines à airtime de chez BM, ça me fait toujours chavirer, étant donné que ces hyper sont les modèles que je préfère venant de ce constructeur. Et durant ce trip, nous avons pu en croiser une belle pelletée, puisque nous avons eu droit à Candymonium, Diamondback, Orion, Goliath, Fury 325, Intimidator, Apollo's Chariot et maintenant donc Nitro, qui a ouvert en 2001 et qui propose un parcours long de 1644 mètres, haut de 70 mètres, le tout poussant à 128 km/h. Un parcours qui, contrairement à Batman, axera le tout sur les jets négatifs, offrant des airtimes pas forcément très puissants, mais toujours longs, langoureux et planants. Et là, je dois bien vous dire que j'adore ça. On s'en va donc grimper ce très grand lift de 70 mètres qui tractera l'énorme train du coaster jusqu'au sommet de la première drop, avec de là-haut une vue bien dégagée vers l'extérieur du parc, ainsi que sur la campagne du New Jersey et de ses forêts s'étendant à perte de vue. On dévale alors la première descente, une drop qui nous fera décoller des fesses et qui nous permettra d'atteindre la jolie vitesse de 128 km/h. Après cela, on ira chercher le premier camelback du circuit cassé à son sommet, un camelback qui designera la suite de ce parcours qui se trouve être en forme de L et qui s'étend dans la forêt à l'extérieur du parc. Nous nous engagerons ensuite sur un nouveau camelback avec un très bel airtime au sommet, bien long et bien flottant, avant d'emprunter un overbank turn à la fois serré et aérien qui nous permettra de faire demi-tour. Nous poursuivrons avec de la bosse bien fournie en floating et ça, vous savez à quel point c'est agréable, et partirons sur une hélice ascendante qui nous fera rejoindre les freins de mi-parcours. S'y trouve donc un freinage qui n'empêchera pas de profiter correctement de la seconde partie de Nitro, contrairement au freinage de Medusa raidé plus tôt dans la journée. Nous en arriverons ensuite à la dernière partie du circuit avec quelques jolies bosses qui permettront à nos fesses de décoller, à notre corps de flotter et qui procureront donc quelques très chouettes airtime qui sont la marque de fabrique de ces modèles et qui sont toujours fort appréciés. Nitro, c'est donc du grand classique, mais c'est aussi parfaitement jouissif. On est très loin de l'agressivité d'un El Toro, c'est une philosophie tout autre, mais c'est aussi une philosophie à laquelle on saura se montrer sensible. C'est très aérien, très planant, très agréable, c'est un voyage à part entière et c'est vraiment le type de coaster sur lequel on souhaite remonter à peine en étant descendu. À titre comparatif, ça reste plus puissant qu'un Silver Star à Europa Park, mais moins qu'un Goliath à Six Flags Over Georgia. Mais c'est un coaster qui tiendra une belle place dans notre classement et qu'on prendra plaisir à rider chaque fois qu'on en aura l'occasion. C'est vraiment une valeur sûre, c'est un grand 8 qui ne peut pas décevoir et qui se pose comme un incontournable de Six Flags Great Adventure. Alors, Jersey Evil Coaster, ça dit quoi? Que c'est ouvert? Ah bah, à la bonne heure. On va donc pouvoir aller voir ce que ça donne cette histoire. Ce grand 8 est donc un Raptor RMC ouvert en 2021, d'une longueur de 914 mètres, d'une hauteur de 39 mètres et d'une vitesse de 93 km/h, en faisant donc à son ouverture le plus gros Raptor jamais conçu par RMC. Côté déco, on est chez Six Flags, donc faut vous attendre à rien. Ils ont juste recyclé cette statue qui était placée à l'entrée d'El Diablo, un super Loop Larson qui a plié bagage et qui est parti pour la ronde en 2018. Côté train, la particularité du Raptor fait que, comme sur les Hot Racer Intamin, les passagers embarquent les uns derrière les autres, sur des rangées ne comportant qu'une seule place. Le très long train circule alors sur un rail plein qui donne son nom à ce type de coaster, à savoir les single rail. Bon, mais que vaut ce modèle par rapport aux hybrides du même constructeur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir sans plus tarder. On s'installe donc dans ces trains, sur des places assignées par les opérateurs, parce qu'au moment de notre visite, on ne pouvait pas choisir nos places, la gare en embarquement continu étant certainement la raison de cet impératif opérationnel, car oui, les trains ne s'arrêtent pas en station. Bon, sauf quand les visiteurs sont trop lents pour embarquer, ce qui arrive à peu près 8 fois sur 10. Pour mon premier tour, j'ai gagné le gros lot, car j'ai été placé à l'arrière du train. On abaisse donc la lap bar sur les cuisses, avec des bretelles qui viennent lâchement nous prendre au niveau des épaules, mais ça, on en reparlera après. Allez, c'est parti, on s'en va voir ce que la bestiole a dans le ventre, et pour ce faire, on commence par grimper ce lift d'une quarantaine de mètres de hauteur qui sera gravi assez rapidement, et qui nous emmènera à son sommet vers une drop bien agressive, étant donné que celle-ci est inclinée à 87 degrés. À l'arrière, inutile de vous dire que l'airtime sur la drop est monstrueux, et que vous ne toucherez pas le fond de votre siège, c'est absolument fabuleux. S'ensuit alors un dive loop avec un bel effet de bascule, mais aussi un bel airtime qui donne ici tout son sel à cet élément d'excellente facture. Nous poursuivons avec un camelback proposant un gros éjector, surtout sur les places situées à l'avant du train. Arrive ensuite l'élément signature de RMC, à savoir un stall très bien calculé, aussi planant qu'agréable, les stalls de ce constructeur faisant partie de mes inversions préférées. On ira ensuite chercher un virage nous permettant de faire demi-tour, avec une entrée bien corsée, puis une drop particulièrement salace et chargée en airtime qui nous attendra en sortie. Cette première partie se clôturera par un zero G-roll qui fait bien son boulot,
avant que nous n'arrivions sur les freins de mi-parcours. On ralentit quelque peu, puis on redescend la rampe pour partir sur un overbank turn qui nous fera faire demi-tour et nous enverra sur les 3 dernières bosses qui prendront la forme de 2 camelback twistés et d'un bunny hop. Des éléments qui proposent 3 bons coups de jet négatifs, mais néanmoins bien plus modérés que sur la première partie de la bête. Et c'est ainsi que nous en arriverons aux freins finaux. Eh ben, c'est que c'est vraiment fun ce Jersey Devil Coaster. Et là, vous avez devant vous l'exemple typique d'un coaster moderne. Le pacing est extrêmement dynamique, on sort à peine d'un élément qu'on se retrouve déjà sur l'autre, et la seule virgule qu'on nous propose dans tout ce bazar, c'est la zone de frein de mi-parcours. En dehors de ça, on n'a absolument jamais le temps de respirer. C'est intense, c'est frénétique, il y a un côté hystérique qui est franchement jouissif, c'est d'une fluidité irréprochable, du genre où on ne sent même pas qu'on est sur un rail. Après, c'est sûr que quand tu pousses tout le temps les curseurs à fond, dès que tu redescends un peu en régime, ça se ressent tout de suite. Typiquement, il y a une nette différence entre l'avant et l'après ces freins de mi-parcours. Parce qu'avant, c'est du RMC qui envoie une sacrée quantité de pâté, et après, on sent qu'on en revient à un truc un peu plus à la cool, à la différence d'un style Vengeance où plus les mètres défilent, plus le coaster devient dingo. D'ailleurs, je préférerais largement les iBox à ces Raptor. Pareil, autant les trains des versions hybrides ne me dérangent pas plus que ça, notamment la retenue au tibia souvent décriée, autant ici les bretelles lâches qui passent leur temps à se faire la malle, c'est pas possible. Et en cela, je préfère largement ce qu'a pu faire Intamin avec les lap bars de ses Hot Racers. Clairement, c'est un coaster qui est fait pour lever les bras, car si vous ne les levez pas, les bretelles vous casseront les couilles de la première descente jusqu'aux freins finaux. Aussi, je lui préfère clairement El Toro, qui a certes un pacing plus daté, mais qui propose des airtime incomparables. Car si ici les éjecteurs de Jersey Devil s'enchaînent rapidement, ils sont aussi puissants que bref, tandis que ceux d'El Toro sont extrêmement puissants et ont en plus le bon goût de durer plusieurs secondes. Et donc finalement, le principal défaut de ce Jersey Devil, c'est de se trouver dans le même parc que ces 2 mastodontes que sont El Toro et King Daka. Après voilà, on fait la fine bouche parce qu'on est en train de comparer les diamants entre eux, on est en train de comparer des coasters d'une qualité hors norme entre eux, mais même dans l'excellence, il y a une hiérarchie, et je vous ai donné ici mon point de vue sur cette hiérarchie. Mais enfin, ne vous en faites pas, vous aurez vous aussi envie de rider cette bestiole jusqu'à plus soif, comme nous qui en avons enchaîné les tours en se disant que quand même, ça fait du bien de pouvoir poser ses fesses sur une machine de cet acabit. Ride suivant, ce sera tout de suite beaucoup moins brillant, avec donc Dark Knight, qui n'est pas un floorless BM comme un Six Flags New England, mais bien une Widemouse Mackinder possédant le même layout que Descent en Schlitt à Nigloland. Et l'avantage pour Six Flags ici, c'est que grâce au fait que ce coaster porte le nom de Dark Knight, faisant donc référence à Batman évidemment, eh bien on peut se permettre d'avoir une déco Gotham City dégueulasse et pas entretenue, qui permet de rester dans le thème. Bon, on ne va pas s'attarder 3 heures ici, le coaster est sans grand intérêt, et contrairement à Exterminator situé à Kennywood, qui fonctionne tout à fait bien grâce à sa déco, ici il n'y a pas grand chose à voir, si ce n'est des effets qui fonctionnaient une fois sur 2, et quelques jeux de lumière pour faire semblant qu'il se passe quelque chose. Bref, c'est pas brillant somme toute. Alors oui, je viens de dire que Dark Knight était pas brillant, mais c'est peut-être quand même un peu plus brillant que l'individu qui fait des singeries dans son crâne en face de vous là. Je sais pas où on est allé le chercher celui-là, mais la prochaine fois on le laissera à l'aéroport. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau à faire dans ce coin du parc? Eh bien, c'est une très bonne question, et quelque chose me dit que la Team Gogol va à nouveau pouvoir s'illustrer. Parce que oui, vous trouverez ici Wonder Woman Lasso of Truth, un très gros exemplaire de Frisbee Zamperla, un des plus gros du monde, grimpant ici à 52 mètres de hauteur. C'est un modèle similaire à ce qu'on peut trouver chez Us ou Intamin, mais ici, Zamperla a réussi la prouesse de rendre la chose beaucoup moins agréable et beaucoup plus gerbante, comme quoi c'est pas aujourd'hui qu'on va se réconcilier avec le constructeur italien. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a d'autres visiteurs qui ont des griefs à exprimer vis-à-vis de ce constructeur, et peut-être aussi vis-à-vis des chefs cuistots de Six Flags, qui ne sont pas encore tout à fait prêts à intégrer une brigade de restaurants étoilés. La suite, ce ne sera pas du côté de ce Starflyer Funtime ouvert en 2012, qui arbore un côté vintage qui n'est pas sans me déplaire, mais du côté de Cyborg Cyberspin, une usine à gaz complète pondue par ABC Rides et ouverte en 2018. Ah bah ouais, là déjà, je sens que certains vont être refroidis rien qu'à l'aspect du truc, parce que c'est sûr qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé avec ce tourbillon, un des 2 seuls exemplaires au monde avec Harley Quinn Spinsanity situé à Six Flags Over Texas. Bon bah, comme on n'est pas là pour niaiser, et comme on n'a pas envie de mourir bête, ou en tout cas on a envie de mourir le moins bête possible, je vous annonce solennellement que j'ai momentanément décidé de me joindre à la Team Gogol, et que j'ai accompagné Furzamp et Emmerich dans leur connerie en me lançant moi aussi dans un tour de Cyborg Cyberspin. Vous pensez que je vais le regretter? Vous pensez que c'était pas l'idée la plus brillante que j'ai pu avoir durant cette journée? Eh bien alors, soit vous me surestimez, soit vous considérez qu'il m'arrive d'avoir des idées brillantes, et dans tous les cas, vous avez complètement tort, et vous ne savez pas à quel point je mérite ce qu'il va m'arriver, parce que absolument
absolument personne ne m'a forcé la main pour aller en faire un tour, et que j'y suis allé de mon plein gré en sachant pertinemment que la probabilité que j'en tire du plaisir était clairement proche de 0. Bon alors, est-ce que c'est si terrible que ça, ce tourbillon ABC Rides? Franchement, non. C'est certes impressionnant de l'extérieur, ça bouge dans tous les sens, et la cinétique des 3 bras peut laisser penser que cette machine est plus méchante qu'elle ne l'est en réalité. En fait, c'est juste nul, mais genre vraiment nul. Y a pas de sensation, pas de jet, nada, cutchy, pot de zob, pot de couille, on est à des années-lumière d'un top spin à la Talocan, on est toujours sur le même rythme, il n'y a aucune accélération, on ne ressent aucun effet de gravité, on effectue juste des rotations toujours contrôlées par un moteur qui tourne souvent à la même vitesse. Alors bah, avec ce cocktail, vous êtes bien gentil, hein, mais à part tourner en avant, en arrière, sur le côté ou pendouiller parfois un peu la tête en bas, on aurait bien voulu avoir un petit peu autre chose que tout ce programme insignifiant que le ride a à nous proposer. Total de l'affaire, j'ai bien fait de monter dessus, déjà pour pouvoir vous dire en connaissance de cause que ce ride ne sert à rien, ensuite pour pouvoir vous dire que oui, j'ai déjà fait un tourbillon ABC Rides, étant donné que les 2 seuls modèles existants jusqu'alors ont fermé respectivement en 2022 pour celui de Six Flags Over Texas et en 2024 pour celui de Six Flags Great Adventure. Donc voilà, les tourbillons, il y a peu de chances que vous en croisiez à nouveau un jour, mais entre nous, on va être honnête en se disant que c'est pas franchement une grosse perte. Que diriez-vous maintenant d'aller vous attaquer à un autre D-Vol Coaster, mais ce coup-ci en modèle réduit, avec l'île D-Vol Coaster? Oui? Ok, bah allons-y. Quel plaisir de retrouver ici le dernier Gravity 80 standard de Strip, une petite merveille de Zamperla qui arrive à être brusque et désagréable avec un layout de seulement 80 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur. Alors voilà, c'est bon, on a une autre dose, parce que là, c'est quand même le 5e petit étron du genre sur l'ensemble du trip. Ah vraiment, Zamperla, à jamais dans nos cœurs, hein, mais on vous remercie quand même pour le plus 1. Néanmoins, on a échappé au pire aujourd'hui, étant donné qu'il ne reste plus de Great American Scream Machine que cette étoile. Une étoile que ne méritait pas forcément cette machine de torture, qui n'était autre qu'un gigantesque looper Arrow à la réputation pas très engageante. Genre, on était plus sur une machine à dérouiller de la mâchoire que sur une machine propre à procurer du plaisir, tu vois. Donc bon, même si le coaster, on l'aura jamais fait, notre deuil, lui, on l'a clairement fait, et je crois qu'il n'y a bien que Madadax pour regretter la disparition de cette machine des enfers. Allez, revenons sur nos pas et dirigeons-nous de l'autre côté du parc en faisant en chemin un petit arrêt, non pas sur Skull Mountain, mais bien sûr Joker, le free spin SNS dont on ne se lasse décidément pas, qui est vraiment une machine conçue pour les fous rires et les poilades en tout genre. On aura enchaîné les tours de ce truc parce que, pour faciliter le tout, l'attraction était totalement déserte, donc on aurait été débile de s'en priver. On continue la rando, étant donné que, pour rappel, Six Flags Great Adventure est un très grand parc, et on se dirige vers un coaster dont je n'ai pas encore parlé en profondeur, et je pense que là, vous savez duquel il en retourne. Pas de temps à perdre donc sur cet étrange carrousel en forme de sucrerie, même si je sais que je vais en attrister plus d'un, et on repasse donc par la zone Midway sans tenter notre chance pour gagner une peluche. Ouais, parce que franchement, on aurait été bien emmerdé avec nos énormes peluches de Carapuce ou autre Pikachu, ça aurait été sympa à trimballer dans le parc ou dans la bagnole. Et oui, je sais que votre œil est attiré par un gros truc vert au fond, et ça tombe bien, c'est bien là qu'on va. Ce gros truc vert se trouve dans la zone la mieux aimée et préservée du parc, avec ici un effort assez étonnant sur la déco, sans pour autant être du Animal Kingdom. Et surtout, bordel, ce gros truc vert, c'est ni plus ni moins que cette absolue légende qu'est King Daka, et il est grand temps de vous en parler. Autant vous dire que l'émotion est à son paroxysme. Parce que King Daka, c'est quoi? Eh bien, c'est le coaster qui est resté pendant 20 ans le plus haut du monde, et qui a aussi détenu le record du Grand 8 le plus rapide de la planète. Et King Daka, c'est vraiment l'un de ces coasters fagnons qui m'a accompagné depuis mon adolescence. Un symbole indélébile qui a participé à façonner ma passion pour les parcs d'attractions, pour les coasters, pour cet univers riche et foisonnant. Un coaster dont l'empreinte m'a marqué au fer rouge et dont je rêve depuis les premières photos qui me sont tombées sous le nez. C'était quelque chose de presque irréel, un Grand 8 gigantesque situé à plusieurs milliers de kilomètres de moi, sur un autre continent, un coaster qui avait cette aura de machine inatteignable qui me hantait sans que jamais je me dise qu'un jour, j'aurais la chance de me retrouver devant et de pouvoir monter dessus. Et pourtant, aujourd'hui, après toutes ces années à en rêver, tous ces kilomètres engloutis, tous ces coasters ridés, tous ces parcs visités, ça y est, il est enfin temps de se confronter à la légende et d'entrer dans la file d'attente de King Daka avec une charge émotionnelle que des mots ne sauraient convenablement décrire. Et quand on se retrouve face à elle, je peux vous garantir que la bestiole est monstrueusement impressionnante. En vidéo, on se dit que c'est grand, que c'est haut, que c'est intimidant. En vrai, ça l'est beaucoup plus que tout ce que vous pouvez en voir sur vos écrans. King Daka est donc un Accelerator in Tamine ouvert en 2005. La machine fait 950 mètres de longueur, 139 mètres de hauteur et passe de 0 à 206 km/h en 3
3,5 secondes grâce à une propulsion hydraulique. Autrement dit, le coup de pied au cul, vous allez le sentir passer. Ah, et tiens, pour tous ceux qui se posent la question, les 3 tours oranges situées sur le top hat sont des tours de chute libre Intamin nommées Zumanjaro Drop of Doom, des tours ouvertes en 2014 et qui culminaient à 126 mètres de hauteur. Mais en ce jour, les tours étaient fermées, donc on ne pourra pas vous dire ce que ça valait. Mais revenons-en à King Daka si vous le voulez bien. Pour notre premier tour, nous décidons d'attendre un peu plus longtemps pour pouvoir prendre place tout à l'avant du train, à la première rangée, histoire d'avoir une vue bien dégagée sur la rampe de lancement et sur cet immense top hat qui s'élève de façon démesurée vers le ciel. Aujourd'hui, pas de double quai, étant donné que le parc est suffisamment peu rempli pour que l'attente ne grimpe pas trop avec un simple quai en opération. Faut dire aussi que les opérations étaient excellentes, malgré les nombreuses pannes sur ce coaster spécifiquement. Arrivé devant les portillons, on a la petite boule au ventre avec un savant mélange d'excitation mais aussi d'appréhension, un sentiment qu'on ressent pourtant de moins en moins avant d'embarquer sur un coaster. Et là, ça y est, on embarque sur ces trains avec des assises surélevées sur la rangée arrière de chaque voiture qui en possède, permettant aux riders d'avoir une vue assez dégagée sur ce qui se profile face à eux. Nous concernant, comme je vous l'ai dit, on sera tout devant, histoire de profiter à 1000% de l'expérience. On abaisse donc les fameux harnais guillotine Intamin qui, ici, compte tenu de ce que propose le coaster, ne poseront aucun problème de confort, quand bien même c'est vrai qu'on aurait adoré pouvoir faire ce type de coaster avec une simple lap bar, comme le proposait Feu Top Thrill Dragster, qui était malheureusement fermé lors de notre visite de Cedar Point. Allez, les opérateurs check les harnais, et maintenant, ça y est, nous allons enfin pouvoir rider ce monstre de King Daka. Le train avance donc lentement vers la rampe de launch, et nous nous retrouvons à faire face à cet immense top hat, un truc sans commune mesure, intimidant et indéfinissable en vidéo, au sommet duquel nous nous retrouverons d'ici quelques secondes. Oh bordel, ça va être quelque chose cette affaire. Allez, le train s'immobilise, on est en position pour le lancement, la catch car nous attrape, on sent que la tension est palpable parmi les passagers du train, et je vous avoue que chez nous aussi. Là, on est totalement à l'arrêt, et on se dit que d'ici 3 petites secondes, on ira à 206 km/h. Oui, la pression est palpable. Après un silence, on entend la fameuse annonce retentir dans les haut-parleurs, disant « Arms down, head back, hold on ». Et juste après ça, c'est le grand départ. Et là les copains, c'est un coup de pied au cul de catégorie premium qui vous attend. Un truc absolument phénoménal qui vous clouera au fond de votre siège de façon si intense que c'est à peine si vous aurez la force de faire un mouvement. Ce launch est totalement implacable. C'est brutal, soudain et ça accélère si vite et si fort que le cerveau tire tous les signaux d'alarme tant il ne comprend pas ce qui se passe. Paradoxalement, le launch paraît durer une éternité avec 3 grosses phases d'accélération. On ne sait pas quand ça s'arrête, ça accélère, accélère et accélère encore, suffisamment pour t'en déformer complètement le visage et pour te brouiller la vue si tant est que tu sois placé sur les 2 premières rangées. Dans le vent que tu te prends dans la face est ahurissant. Quel pied, quel panard, qu'est-ce que c'est jouissif. Ça n'a rien à voir avec du LSM, c'est d'une méchanceté et d'une violence inégalable et on se dit qu'il n'y a vraiment que l'hydraulique ou l'air comprimé pour procurer un launch aussi puissant sur une si courte durée. Pour tout vous dire, je m'en suis carrément bavé dessus tant j'ai hurlé de surprise. C'est vraiment n'importe quoi. Certains ont reproché un peu de jerk sur la fin du launch. Alors oui, il y en a, mais c'est très largement supportable et ça ne fait qu'ajouter à l'intensité de ce bordel qui nous donne vraiment l'impression d'être à bord d'une fusée qui traverserait l'atmosphère direction l'espace. On profite ensuite de l'inertie de la propulsion pour grimper le long de ce gigantesque top hat de 139 mètres de hauteur, avec une sensation de compression très forte au moment où nous passons de l'horizontale à la verticale. Ah là, il y a un tour où j'ai essayé de lever mes bras à ce moment-là, mais il y avait tellement de jets que j'en ai pas eu la force. Allez, on pivote et on arrive finalement tout au sommet de ce bordel, avec à l'avant un formidable airtime et à l'arrière un somptueux décollage de fesses au moment de la descente. On admire la vue et on profite de cet instant suspendu dans le temps parce qu'on est à ce moment-là sur le toit du monde des coasters. Aucun rollback pour nous, donc nous poursuivrons notre marche vers l'avant et basculons tête la première dans cette gigantesque drop inclinée à 90 degrés, le long de laquelle nous pivoterons sur 270 degrés. Dans cette drop se trouve un head chopper absolument phénoménal, se trouvant être l'un des supports de la structure du top hat,
qui donne comme l'impression qu'on va se le prendre en pleine face. On pivote donc juste avant la catastrophe et nous chutons le long de cette descente qui nous fera hurler comme des êtres primitifs. Pour finir, nous déboulerons à pleine balle sur un camelback de 40 mètres de hauteur sur lequel nous aurons un bel airtime à l'avant, camelback à l'issue duquel seront positionnés les freins de fin de parcours. À la fin du ride, ça part immédiatement en fou rire, il y a un truc complètement euphorique qui explose en nous parce que déjà la pression redescend et ensuite on le sait, on vient de se confronter à une véritable légende. Eh bordel, quel ride! Il se passe tellement de choses en si peu de temps, on subit tellement de choses dans un laps de temps si concentré que si ça paraît court de l'extérieur, je peux vous dire qu'à l'intérieur, le temps est largement dilaté. Parce que ce ride, il commence à partir du moment où les portillons s'ouvrent, tant il vous fout la pression, tant on se conditionne à partir à la conquête de cette bestiole, et tant les nerfs sont mis à rude épreuve. C'est un truc pleinement jouissif, un truc inégalable qu'on ne retrouvera plus, avec une puissance totalement débile, totalement insensée, qui nous fait nous dire qu'il n'y a bien que ces grands malades d'Intamin pour oser penser à une machine pareille. C'est fou, complètement fou. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu connaître ce coaster, d'en avoir forgé de véritables souvenirs qui ne me quitteront jamais, et je suis très reconnaissant d'avoir eu un jour la chance de poser mes fesses dessus. On l'aura fait 7 fois dans la journée, ça aura été 7 rides absolument incroyables, notamment le tout dernier que certains verront comme une prémonition et qui marquait mes adieux avec King Daka. En effet, ce dernier ride de la journée a donc eu lieu sur King Daka et a eu lieu au crépuscule. Et au moment où nous sommes arrivés sur le top hat, il y a eu cet instant magique où le soleil a disparu par-delà l'horizon, comme une étoile qui s'éteignait. Fallait peut-être y voir le signe que d'un côté c'était la dernière fois que je posais mes fesses dessus de ma vie entière, et qu'ensuite le coaster disparaîtrait quelques années plus tard. Bref, King Daka, je pourrais vous en parler pendant des heures, sachez juste que c'était un coaster à la hauteur de sa légende, et que malgré sa disparition, nous verrons à tout jamais son fantôme s'élever par-delà les cimes du New Jersey. Parce que Six Flags a certes tué son coaster, mais il n'a pas tué sa légende. Et c'est donc après une tripotée de derniers tours d'El Toro, ainsi que de King Daka qu'on aura pu faire 3 fois sans descendre du train, que s'est clôturée cette journée à Six Flags Great Adventure. Un bilan sur le parc, Dubik? Mais tout à fait, mes jeunes amis. Six Flags Great Adventure est un parc dans lequel nous avons passé une très bonne journée. Et vous constaterez que c'est pas tous les jours que je vous dis ça après une visite d'un Six Flags. On sent qu'on est ici sur un parc vitrine pour Six Flags. Ce qui nous a le plus surpris et qui contraste avec la majeure partie des parcs de ce groupe qu'on a pu faire, c'est la qualité des opérations. Les opérateurs étaient à fond la caisse, ça débitait du feu de Dieu, on attendait que très rarement sur les freins finaux et les coasters tournaient au maximum de leur capacité alors que le parc n'était franchement pas rempli. Après, c'est un parc tellement grand avec une offre tellement pléthorique que même quand il y a du monde, les visiteurs se dispatchent naturellement plutôt bien. Mais de fait, on n'a quasiment jamais eu d'attente, si c'était sur Green Lantern, parce que le débit des stand-up de cette génération est de toute façon intrinsèquement mauvais, et ça, on ne peut rien y faire. Côté technique, on n'a quasiment eu aucune panne, à part bien évidemment sur King Daka et aussi sur Jersey Devil Coaster. Sinon, pour le reste, tout tournait comme sur des roulettes. Sachez tout de même que le parc est globalement moche, notamment du côté du duo Superman Green Lantern ou encore du côté de Batman et Nitro. Mais il y a aussi des zones plus agréables, notamment grâce à la végétation qui a ici droit de cité et qui a le droit à quelques endroits pour pouvoir s'exprimer. Côté entretien de l'ensemble, on n'est clairement pas au niveau d'un Six Flags New England qui était le parc Six Flags le plus soigné de ce trip. Les allées sont défoncées, les décors tombent en friche, il y a un laisser-aller assez évident qui est parfois rattrapé par la présence de la végétation. Alors oui, si vous n'aimez pas les coasters, évitez de vous rendre à Six Flags Great Adventure parce que vraiment l'offre ne se compose que de ça. Il y a bien un Dark Ride de Justice League, à savoir le même qu'on avait pu faire à Six Flags Saint-Louis, il y a du flat, il y a un flume et un raft qu'on n'a pas testé parce qu'on nous a dit que c'était pas terrible, donc vraiment si vous allez là-bas, c'est pour les coasters et rien d'autre. Et à ce niveau-là, nul doute que vous trouverez votre compte, parce que même s'il n'y a plus King Daka, El Toro vaut à lui seul le détour, tant il est incroyable. Puis faut pas oublier qu'il y a également d'autres réjouissances qui valent largement leur pesant de cacahuètes, notamment Nitro, Batman, Medusa, Joker, Jersey Devil Coaster, ou encore Superman pour son pretzel des enfers. Et là, contrairement à Six Flags Saint-Louis, Six Flags Over Georgia et Six Flags America, vous constaterez qu'on est bel et bien resté jusqu'à la fermeture du parc. Nous, quand ça donne envie de rester, on reste, Mais du coup, le parc ferme, nous quittons donc Six Flags Great Adventure, déjà nostalgique de nos tours de King Daka et d'El Toro, et on lance un dernier regard à ces bécanes qui vont maintenant avoir droit à une nuit de sommeil bien méritée. On lance également un dernier regard à ce monstre qui se fond dans la nuit, le gigantesque King Daka qui s'élève comme une ombre
dans le noir, et ce sans savoir qu'à ce moment-là, c'était la dernière fois que nous contemplions ce coaster avant sa disparition en 2025. Alors, adieu King Daka, au revoir El Toro, au revoir tous les autres, merci pour cette journée qui s'est avérée riche en émotions, et merci également d'avoir un peu relevé la barre concernant les parcs Six Flags, histoire qu'on ne finisse pas ce trip sur une mauvaise note pour ce groupe. Parce que des mauvaises notes, il y en a déjà tout le tour du ventre, hein. On reprend alors la route vers notre dernière destination, tout en maintenant le regard le plus longtemps possible vers celui qui restera à tout jamais le roi des coasters. Ah ça c'est sûr qu'il va vraiment nous manquer King Daka, mais ce qui est sûr aussi c'est qu'il va cruellement manquer au parc, parce que certes il leur coûtait très très cher en entretien, mais c'est vraiment une attraction qui était le symbole du parc, qui en faisait son identité, qui en donnait son caractère unique. C'est une attraction qu'on associait immédiatement à Great Adventure. On ne va pas revenir sur le fait que la gestion de la fermeture de King Daka par Six Flags a été absolument catastrophique, hein. Le parc n'a absolument rien annoncé concernant cette fermeture, ce sont donc des passionnés qui ont propagé la rumeur selon laquelle l'attraction allait fermer à l'issue de la saison 2024. Une rumeur qui s'est avérée tout à fait juste, hein, maintenant on le sait. Et donc les fans se sont dépêchés sur place pour la dernière semaine d'exploitation afin de pouvoir rider la bête une toute dernière fois. Ou une toute première pour certains, et qui aura été donc la dernière aussi. Et ce n'est que quelques jours après sa fermeture que Six Flags a dit « Ah bah ouais, on rouvrira pas King Daka ». Je préfère parler comme ça que de lâcher des insultes. La suite donc, on la connaît, et voir ces images renvoie encore et toujours un véritable pincement au cœur. Ah bah ça c'est sûr qu'on arrive à la fin d'une ère, hein. C'en est bientôt fini des launchs hydrauliques, qui sont pourtant ce que l'industrie du roller coaster a fait de mieux avec les propulsions à air comprimé. Mais oui, Six Flags a clairement saboté son parc en se débarrassant de son attraction iconique comme on se débarrasse d'une vieille paire de chaussettes qui pue. Ah bah depuis qu'il n'y a plus King Daka, ça m'évoque plus la même chose Great Adventure, moi, ça fait moins rêver tout de suite. Pour la suite, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on a déjà eu l'officialisation de la relocalisation de Raging Cajun, donc qui provient de Six Flags America, et qui va donc ouvrir à Six Flags Great Adventure cette saison sous le nom de Barrels of Fun. En 2027 ouvrira pour le coup un coaster flambant neuf, qui n'est autre qu'un Mack pas très joli à regarder pour l'instant, hein, avec ses rails violets criards, et puis bien sa forêt de poteaux qui fait pas franchement rêver, mais on espère au moins que le coaster sera sympathique. En plus de King Daka, on notera la fermeture de Green Lantern qui ne manquera certainement à personne, et au rayon de ce qui a déjà ouvert, vous trouverez Flash Vertical Velocity, qui est donc un super boomerang signé Vekoma qui a accueilli ses premiers passagers en 2025. Tout ça en attendant évidemment le véritable remplaçant de King Daka, et là il y a du pain sur la planche, hein, parce que pour faire oublier un ride si iconique aux visiteurs, va falloir s'accrocher. Je pense même que quoi qu'ils fassent, ils n'y parviendront pas. Nous concernant, on a passé une très bonne journée là-bas, et ça relève peut-être un petit peu du miracle, hein, parce que franchement on s'attendait à passer une journée cataclysmique comme on a pu le faire dans les autres Six Flags, parce que certes il y a un line-up d'exception, mais derrière, tous les à côté de Six Flags font que t'as envie de te tirer une balle, quoi. Et pourtant, non, tout s'est très bien passé, malgré le fait que le parc comporte des défauts inhérents à la majorité des parcs Six Flags, notamment le fait que les décors partent en couille, et que tu sens que ça manque cruellement d'entretien, cette affaire. Et pourtant, voilà, si côté décor ça manque d'entretien, du côté le plus important d'un parc Six Flags, c'est-à-dire du côté des attractions, on sent que là, c'est tout de suite beaucoup mieux, avec notamment des opérations absolument exceptionnelles, comme j'en ai rarement vu, des opérations qui sont quasiment au niveau d'un Europa Park. Ah là, ça envoyait, hein, j'ai jamais vu des opérateurs de Six Flags courir aussi vite sur les quais, c'était impressionnant à voir, j'en croyais pas du tout mes yeux. On attendra bien sûr la suite, hein, savoir ce que Six Flags va nous sortir de son chapeau pour véritablement remplacer King Daka, hein, pas juste avec le Mack qui va ouvrir l'année prochaine, et on se dit une chose, c'est qu'on va être à l'affût, et qu'on espère que Six Flags va nous sortir le grand jeu et nous laisser bouche bée. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Six Flags Great Adventure, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Le trip américain arrive gentiment à sa fin, et la prochaine vidéo sera d'ailleurs consacrée au dernier parc de ce trip, avec donc Lake Compound et son terrain wooden coaster d'exception, j'ai nommé Boulder Dash. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera donc consacrée à Lake Compound, c'est bien, portez-vous bien et ridez bien, mais surtout, long live the king.